Dans l'intimité feutrée d'une cabine de première classe à bord d'un avion de ciel-étoile, un silence de plomb s'abattit comme un couperet lorsque la main de Valérie Dupont, hôtesse de l'air chevronné, s'écrasa sur la joue de Léo Morel, un enfant de 8 ans. Les verres de champagne s'immobilisèrent dans les mains des passagers, leurs regards figés par l'incrédulité. Les autres membres d'équipage, figés comme des statues, semblèrent retenir leur souffle, et même l'air conditionné de la cabine parut suspendre son murmure. Julien Morel, premier milliardaire noir de France, abaissa lentement son téléphone, ses yeux sombres s'emplissant d'une rage contenue, aussi précise qu'un scalpel. « Vous venez de commettre une erreur irréparable », murmura-t-il, sa voix grave résonnant comme une promesse dans le silence oppressant. Ses doigts, déjà en mouvement, composaient un numéro sur l'écran tactile. Valérie, un sourire narquois étirant ses lèvres, ne se doutait pas que ses 20 années de carrière dans l'aviation venaient de s'effondrer en un instant, ni que son geste impulsif allait déclencher une tempête qui ébranlerait les fondations du monde des affaires français. Ce moment, suspendu à 30 000 pieds d'altitude, n'était pas qu'un simple incident. C'était le point de départ d'une révélation, une fissure dans le vernis lisse des privilèges, prête à exposer un réseau de pouvoirs et de préjugés profondément enracinés dans la société française. Rejoignez le mouvement pour la justice. Cliquez sur « J'aime », partagez cette histoire pour inspirer le changement et commentez « Égalité » pour montrer votre soutien à la lutte contre les discriminations. Julien Morel, vêtu d'un costume sur mesure signé Dior, dont le tissu anthracite capturait la lumière tamisée de la cabine, guidait ses deux enfants, Léo et Sophie, âgés de 12 ans, à travers la passerelle menant à l'avion-phare de Ciel-Étoile. Malgré sa flotte d'avions privés, Julien choisissait parfois les vols commerciaux, non par nécessité, mais par volonté de rester ancré dans la réalité quotidienne, celle où les interactions humaines révélaient des vérités que les salons feutrés des élites tendaient à masquer. Sa dernière innovation, une intelligence artificielle révolutionnaire capable de prédire les tendances économiques avec une précision inégalée, venait de propulser sa fortune au-delà du milliard d'euros, faisant de lui une figure légendaire. Le premier milliardaire noir de France. Les unes des journaux, de Le Monde à Les Échos, avaient salué son ascension, mais derrière les éloges se cachaient des murmures d'envie et de méfiance. Léo, son fils cadet, sautillait d'excitation, serrant contre lui une figurine de chevalier médiéval, ses yeux pétillants d'innocence. Sophie, quant à elle, marchait avec une assurance presque aristocratique, son regard perçant trahissant une intelligence précoce et une détermination qui rappelait celle de son père. À seulement 12 ans, elle semblait déjà porter en elle l'étoffe d'une future dirigeante, une héritière naturelle de l'Empire Morel. À l'entrée de l'avion, l'hôtesse Valérie Dupont les accueillit avec un sourire mécanique, un sourire qui s'évanouit dès que ses yeux se posèrent sur la famille Morel. Son regard, acéré comme une lame, détailla leurs vêtements de créateur. Un trench Burberry impeccablement coupé pour Sophie, une veste Gucci en laine fine pour Léo, et le costume sur mesure de Julien, dont chaque détail, des boutons de manchette en argent gravés au mocassin l'Europiana, respirait une élégance discrète. Pourtant, ce raffinement ne semblait pas impressionner Valérie. Au contraire, une suspicion évidente durcit ses traits. « L'embarquement pour la classe économique est à l'arrière », lança-t-elle d'un ton sec, presque accusateur, sans même jeter un coup d'œil au billet que Julien tenait en main. Sa voix portait cette inflexion subtile, mais reconnaissable, d'un préjugé que Julien avait appris à détecter depuis son enfance dans les quartiers populaires de Saint-Denis. Il resta impassible, son visage un masque de calme olympien, et présenta 3 cartes d'embarquement pour la première classe. Siège 2A à 2C, dit-il, sa voix posée mais ferme, comme s'il énonçait un fait incontestable. Valérie arracha les billets des mains de Julien, les examinant avec une minutie exagérée, comme si elle cherchait la moindre trace de contrefaçon. Après un instant de silence tendu, elle lâcha, ses lèvres formant une ligne fine, puis, assez fort pour être entendue, elle murmura « Il laisse n'importe qui ici avec des billets de nos jours ». Le commentaire, chargé de mépris, flotta dans l'air comme une flèche empoisonnée. Alors que la famille Morel s'installait dans leur siège en cuir moelleux, Julien observa le contraste flagrant dans le traitement des passagers.
Une famille blanche, assise quelques rangées plus loin, fut accueillie avec une chaleur ostentatoire. Valérie, tout sourire, leur offrit du champagne ruinard avant le décollage, rangea leurs bagages avec une efficacité gracieuse et échangea des plaisanteries légères avec le père, un homme en costume légèrement froissé. Julien nota mentalement chaque détail, chaque nuance, comme il l'avait toujours fait. Son empire, bâti à partir de rien, reposait sur sa capacité à repérer les schémas que d'autres ignoraient, qu'il s'agisse de données financières ou de comportements humains. Ce n'était pas sa première rencontre avec le racisme. Malgré sa fortune, il savait que l'argent pouvait acheter des sièges en première classe, mais pas le respect de ceux qui refusaient de voir au-delà de la couleur de sa peau. « Papa, pourquoi cette dame est-ce méchante ?» chuchota Léo, ses grands yeux bruns pleins de confusion. Julien posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Certaines personnes jugent un livre à sa couverture, mon fils, » répondit-il doucement, tout en aidant Léo à boucler sa ceinture. Sophie, assise de l'autre côté, observait la scène en silence, son regard perçant enregistrant chaque détail. Parmi les autres passagers, Madeleine Lambert, une journaliste chevronnée du Figaro, observait la scène avec une attention discrète. À 62 ans, Madeleine avait couvert des scandales politiques et des crises internationales, et son instinct lui disait que ce qu'elle voyait n'était pas un simple malentendu. Glissant une main dans sa poche, elle activa son dictaphone, un réflexe de professionnel aguerri. À quelques rangées, Thomas Renaud, un jeune ingénieur en informatique de 30 ans, voyageant pour une conférence à Bordeaux, filmait l'interaction avec son téléphone, dissimulé derrière un magazine. Son intérêt n'était pas tant journalistique que citoyen. Il sentait une injustice se dérouler sous ses yeux. Un autre passager, un homme d'affaires en costume gris, que personne n'avait encore identifié comme Antoine Delacroix, tapait frénétiquement sur son portable, ses yeux passant de la famille Morel à son écran, comme s'il transmettait des informations à une tierce personne. Julien, toujours attentif, nota ce comportement étrange, mais choisit de se concentrer sur ses enfants pour le moment. Le service avant décollage ne fit qu'aggraver la tension. Valérie évita délibérément la rangée des Morel, servant d'abord les autres passagers avec une amabilité exagérée. Lorsqu'elle s'approcha enfin, elle s'adressa d'abord à un homme d'affaires blanc assis de l'autre côté de l'allée, puis à un couple âgé derrière eux, avant de se tourner à contre-cœur vers Julien. « Quelque chose à boire avant le décollage ?» demanda-t-elle d'un ton morne, presque provocateur. « Un jus de pomme, s'il vous plaît, » répondit Léo avec la politesse soigneusement inculquée par son père. Valérie leva les yeux au ciel, un geste à peine dissimulé, et se tourna vers une collègue pour marmonner, assez fort pour être entendue. Ces gens-là causent toujours du travail en plus, même avec un simple chariot de boisson. Sophie serra la main de son père, ses yeux lançant des éclairs. À 12 ans, elle comprenait parfaitement la portée de l'insulte et son indignation silencieuse était presque palpable. Quand Valérie revint, elle tendit négligemment un gobelet d'eau à Léo, le renversant maladroitement sur le costume de Julien d'une valeur de 5 000 €. L'eau froide trempa son pantalon, tissu impeccable. « Oh !» dit Valérie, sans une once d'excuse. « Votre fils devrait faire attention quand il attrape les choses. » Julien, maîtrisant son indignation, appuya calmement sur le bouton d'appel. Une hôtesse senior, Isabelle Garnier, arriva, son badge orné de galons indiquant son rang. « Un problème ?» demanda-t-elle, son regard passant du sourire suffisant de Valérie au costume trempé de Julien. « Votre collègue a renversé de l'eau sur moi et a blâmé mon fils de 8 ans, expliqua Julien, sa voix aussi calme qu'un lac gelé. Isabelle haussa un sourcil, son expression entre scepticisme et agacement. « Je suis sûr que c'était un accident, monsieur. Ces choses arrivent en vol. » Sophie, incapable de se taire, intervint. « Nous sommes encore à la porte d'embarquement. » Le regard d'Isabelle se durcit, irrité par l'audace de cet enfant qui osait la contredire. « Je vous assure, aucun de nos employés n'agirait intentionnellement. Peut-être êtes-vous un peu trop sensible, » répondit-elle, le sous-entendu pesant dans l'air. Julien reconnut immédiatement ce front uni, une tactique qu'il avait vue maintes fois dans les salles de réunion et les clubs privés avant que sa fortune ne devienne trop imposante pour être ignorée. Il sortit son téléphone et commença à taper des notes,
inscrivant les noms de Valérie et d'Isabelle, ainsi que l'heure exacte de l'incident. Ce simple geste, discret mais délibéré, fit échanger un regard nerveux entre les deux hôtesses, qui se retirèrent rapidement dans l'office. Alors que l'avion s'éloignait de la porte d'embarquement, Julien observa Valérie rire avec ses collègues, lançant des regards dédaigneux vers sa famille. Il savait, par des décennies d'expérience, que ce vol allait être problématique, mais il était loin d'imaginer à quel point il allait changer leur vie. À mesure que l'avion grimpait dans un ciel agité, Léo gémit doucement, ses petites mains pressées contre ses oreilles. Julien, conscient de la sensibilité de son fils au changement de pression, fouilla dans son sac pour trouver les gouttes auriculaires prescrites par leur pédiatre. Avant qu'il ne puisse les administrer, la voix tranchante de Valérie coupa à travers la cabine. « Cet enfant doit arrêter de faire une scène. Ce n'est pas une aire de jeu ici, c'est la première classe. » Julien remarqua qu'une famille blanche, à quelques rangées, avait un bambin qui pleurait bien plus fort. Valérie s'y précipita immédiatement, sa voix douce comme du miel, offrant des serviettes chaudes et des bonbons pour apaiser l'enfant. Le contraste était si flagrant qu'il en devenait presque caricatural. Madeleine Lambert, indignée, ajusta son dictaphone pour capturer chaque mot. Thomas Renaud, de son côté, continua de filmer discrètement, son instinct d'ingénieur le poussant à documenter ce qu'il voyait comme une injustice criante. Antoine Delacroix, l'homme en costume gris, tapait toujours sur son téléphone, son expression de plus en plus tendue. Sophie, avec la sagesse d'une enfant bien au-delà de 16 ans, se leva et s'adressa à Valérie avec une politesse désarmante. « Madame, mon frère a un problème médical. Il ne fait pas exprès d'être bruyant. » Valérie, furieuse d'être défiée, posa une main ferme sur l'épaule de Sophie et la repoussa brutalement dans son siège. « Les gens comme vous doivent apprendre à rester à leur place, » siffla-t-elle, assez bas pour que seule la famille Morel l'entende. Julien sentit son cœur s'accélérer, mais il conserva son sang-froid, positionnant discrètement son téléphone pour enregistrer l'escalade de la situation. Il réconforta Sophie, dont le visage trahissait une colère contenue, et Léo, qui semblait au bord des larmes. Plusieurs passagers avaient remarqué l'altercation, mais la plupart détournèrent les yeux, leur silence reflétant une complicité passive que Julien avait rencontrée toute sa vie. Cependant, Madeleine Lambert, refusant de rester spectatrice, éleva la voix. « Madame, votre comportement envers ces enfants est inacceptable. Je veux parler à votre supérieur immédiatement. » Valérie, perdant tout semblant de professionnalisme, répondit d'un ton cinglant. « Vous serez servi en dernier maintenant que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. » Son ton menaçant élargit le cercle de son mépris, attirant l'attention d'autres passagers. Thomas Renaud, de son côté, envoya sa vidéo à un ami journaliste, s'assurant qu'elle soit sauvegardée hors de portée. Amplifiez cette histoire. Cliquez sur « J'aime », partagez pour dénoncer l'injustice et commentez « Vérité » pour soutenir la quête de justice de la famille Morel. Lorsque Léo murmura qu'il avait besoin d'aller aux toilettes, Julien appuya sur le bouton d'appel. Valérie ignora la demande pendant près de 10 minutes avant de s'approcher, agacée. « Oui ?» demanda-t-elle sèchement. « Mon fils a besoin d'utiliser les toilettes », expliqua Julien. Valérie pointa le panneau lumineux au-dessus. Le signal des ceintures pourrait s'allumer d'un moment à l'autre. Il devra attendre. Moins de 30 secondes plus tard, un garçon blanc, à peu près du même âge que Léo, se leva pour aller aux toilettes. Valérie lui adressa un sourire chaleureux, sans un mot de réprimande. Julien se leva, sa stature imposante de 1,80 m attirant tous les regards. « Mon fils ira aux toilettes maintenant, tout comme cet autre enfant. J'ai également besoin de votre nom complet et de votre numéro d'employé. » Valérie, rouge de colère, rétorqua. « Vous me menacez? »« Je documente un comportement discriminatoire, » répondit Julien, guidant Léo vers l'avant de la cabine. Dans l'office, Valérie murmura à Isabelle. « S'il continue, je ferai en sorte que la sécurité l'attende à l'atterrissage. Nous ne tolérons pas les passagers perturbateurs, peu importe qui ils pensent être. »
Ce qu'elle ignorait, c'était que Julien Morel n'était pas un passager ordinaire. Sa fortune, bâtie par une intelligence stratégique hors pair, lui avait permis de révolutionner 3 industries, technologie, finance et énergie, et de briser des barrières que beaucoup croyaient infranchissables. Il détenait 22% des parts de la société mère de Ciel Étoile, une information que Valérie n'avait aucun moyen de connaître, mais qui rendait son arrogance d'autant plus périlleuse. Le service des repas ne fit qu'aggraver la situation. Lorsque l'arôme du filet mignon et du risotto à la truffe emplit la cabine, Valérie servit les premières rangées avec une efficacité étudiée, offrant des plats sur de la porcelaine fine, accompagnés de couverts en argent. Mais lorsqu'elle arriva à la rangée des Morel, elle annonça abruptement: « Nous n'avons plus l'option bœuf. » Julien, qui avait entendu Valérie confirmer à un autre passager que les 2 options étaient disponibles, répondit calmement: « Le poulet ira bien. » Les repas arrivèrent 20 minutes après ceux des autres, celui de Léo, visiblement froid, la sauce figée sur l'assiette, et celui de Sophie, végétarien, manquait de plusieurs composants. Le plat de Julien semblait avoir été délibérément malmené, bien qu'il n'eût aucune preuve tangible. Léo, déçu, regarda son assiette, puis le chariot de dessert où trônaient des tranches de gâteau au chocolat. Avec la politesse que son père lui avait enseignée, il demanda timidement: « Excusez-moi, je crois qu'on a oublié mon dessert. » Valérie se retourna, son visage durcissant. « Il n'y a pas de dessert avec le repas des enfants. » Léo, désemparé, pointa du doigt un autre enfant qui savourait une généreuse part de gâteau. « Mais tout le monde a eu du gâteau, » dit-il innocemment. Valérie, perdant patience, haussa le ton. « Vous m'accusez de mentir ou quoi? Vous essayez juste d'avoir de la nourriture gratuite? » Plusieurs passagers se crispèrent, mal à l'aise. Thomas Renaud, n'y tenant plus, intervint. « Le garçon a raison. Le menu indique que le dessert est inclus pour tous. » Valérie le foudroya du regard. « Restez en dehors de ça. » C'est alors que, dans un geste impulsif, Valérie frappa la main de Léo lorsqu'il tendit la main vers le gâteau intact de son père. « Ne touche pas ce qui n'est pas à toi, » siffla-t-elle. La cabine devint silencieuse, comme si le temps s'était arrêté. Léo, les larmes aux yeux, murmura: « Vous m'avez fait mal. » Quelque chose sembla se briser en Valérie. Peut-être la prise de conscience des regards désapprobateurs autour d'elle, ou peut-être la frustration d'être défiée par un enfant qu'elle sous-estimait. Dans un éclat de colère, sa main s'abattit à nouveau, cette fois sur la joue de Léo, avec un claquement audible qui résonna dans la cabine. « Ne m'accuse pas, petit insolent !» cracha-t-elle. Plusieurs passagers retinrent leur souffle. Une femme laissa tomber son verre, qui se brisa sur le sol. Léo, sous le choc, porta une main à sa joue rougie, une larme roulant malgré ses efforts pour rester digne, comme son père le lui avait appris. Julien resta immobile, son visage impassible cachant la tempête qui faisait rage en lui. Sa main, cependant, trouva son téléphone, et il composa un numéro sur son répertoire sécurisé. Valérie, croyant qu'il bluffait, ricana. « Vous n'êtes pas censé passer des appels en vol, et nous ne tolérons pas les menaces de passagers qui se croient au-dessus des règles. » Julien, sans ciller, répondit d'une voix basse mais tranchante. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. » À l'autre bout de la ligne, il parla calmement. « Grégoire, c'est Julien. Je suis sur le vol Ciel Étoile 1857 de Paris à Bordeaux. Une hôtesse, Valérie Dupont, vient de frapper Léo 2 fois. J'ai tout filmé. Contactez immédiatement le président Delacroix. » Valérie, toujours arrogante, lança. « Vous pensez que votre petit appel va changer quelque chose? » Ce qu'elle ignorait, c'était que Julien n'était pas seulement un passager influent. 2 ans plus tôt, lorsque Ciel Étoile traversait une crise financière, le président Delacroix en personne avait courtisé l'investissement de Julien, lui cédant 22% des parts de la société mère pour stabiliser l'entreprise. Alors que Julien continuait sa conversation téléphonique, son regard ne quitta jamais Valérie, qui s'éloigna vers l'office, jetant des regards méprisants à la famille Morel. Madeleine Lambert, indignée, sauvegarda son enregistrement, tandis que Thomas Renaud envoya sa vidéo à un serveur sécurisé. Antoine Delacroix, l'homme en costume gris, cessa de taper sur son téléphone, son visage blême, comme s'il venait de recevoir une mauvaise nouvelle. 22 minutes plus tard, l'interphone de l'avion grésilla. La voix du capitaine, grave et posée, retentit. « Mesdames et messieurs,
Ici le commandant de bord. Suite à une directive de notre centre opérationnel, nous allons effectuer un atterrissage imprévu à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry pour des raisons administratives. Nous serons au sol dans 40 minutes. Veuillez accepter nos excuses pour ce désagrément. Un murmure confus traversa la cabine. Valérie émergea de l'office, le visage empourpré, mais l'attitude toujours arrogante. Elle s'approcha des Morel et siffla à Julien. « J'espère que vous êtes content. Vous dérangez tout le monde avec vos plaintes. » Julien, imperturbable, répondit. « La seule responsable de cette situation, c'est vous, Madame Dupont. » Alors que l'avion entamait sa descente vers Lyon, les passagers observèrent par les hublots une scène inhabituelle. Non pas l'équipe au sol habituelle, mais des cadres en costume accompagnés par des agents de sécurité de l'aéroport. Valérie, confiante, s'avança vers la porte dès que la passerelle fut connectée, s'attendant à ce qu'on vienne gérer le passager perturbateur. Mais lorsqu'une femme en tailleur impeccable, arborant un badge exécutif de ciel étoile, monta à bord, son expression changea. « Capitaine, je suis Hélène Delacroix, vice-présidente des opérations aériennes. J'ai besoin que tout votre équipage de cabine descende immédiatement avec vos documents. Un équipage de remplacement est prêt. » Valérie, abasourdie, balbutia. « Mais, et eux ?» en pointant les Morel. Hélène répondit d'un ton sans appel. « Madame Dupont, vous et votre équipage êtes relevés de vos fonctions, effectifs immédiatement, en attendant une enquête. La sécurité vous escortera. » Les passagers, stupéfaits, regardèrent Valérie et ses collègues être escortés hors de l'avion. Julien, tenant la main de Léo, échangea un regard avec Madeleine Lambert, qui hocha la tête en signe de solidarité. Thomas Renaud, toujours discret, sauvegarda une dernière fois sa vidéo. Antoine Delacroix, quant à lui, quitta précipitamment la cabine, son téléphone collé à l'oreille. Alors que l'équipage de remplacement embarquait, apportant de nouveaux plateaux repas et une attitude irréprochable, Julien savait que ce n'était que le début. Ce simple incident, déclenché par un geste de violence et de préjugés, allait révéler une conspiration bien plus vaste, une ombre du privilège qui s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères de la société française, et Julien Morel, avec sa famille et des alliés inattendus, était prêt à la faire tomber. Faites entendre votre voix. Cliquez sur « J'aime ». Partagez cette histoire pour exposer la vérité et commentez « Courage » pour rejoindre la lutte contre les préjugés. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, baigné dans la lumière crue des néons, vibrait d'une tension presque palpable, alors que l'avion de ciel étoile venait de s'immobiliser sur le tarmac. Dans la cabine de première classe, Julien Morel, toujours maître de lui, caressait doucement la joue rougie de son fils Léo, qui s'était blotti contre lui, ses petits doigts serrant encore sa figurine de chevalier médiéval. Sophie, sa fille de 12 ans, observait la scène avec une intensité qui trahissait à la fois sa colère et sa détermination. Ses yeux, aussi perçants que ceux de son père, suivaient chaque mouvement de Valérie Dupont, l'hôtesse dont le geste violent avait bouleversé leur voyage. Dans l'office, Valérie, loin de montrer le moindre remords, riait avec Isabelle Garnier, la chef de cabine, sa voix portant des éclats de mépris. « Tu peux croire leur culot ?» lança-t-elle, ajustant son uniforme avec un air de défi. Menacée de contacter le président, comme s'il était quelqu'un d'important. Isabelle, plus prudente, murmura. « Valérie, tu sais qui c'est? C'est Julien Morel, le milliardaire tech. » Valérie haussa les épaules, son sourire narquois intact. Et alors, ces gens-là jouent toujours la carte de la race quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. J'ai 20 ans d'expérience, rien ne va m'arriver. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que l'homme qu'elle venait de provoquer n'était pas seulement un passager fortuné, mais un actionnaire majeur de Ciel Étoile, détenant 22% des parts de la société mère. À travers les hublots, les passagers observaient une délégation inhabituelle sur le tarmac. Des cadres en costume sombre, accompagnés d'agents de sécurité de l'aéroport, attendaient l'ouverture de la porte. Valérie, toujours confiante, s'avança avec un sourire triomphant, persuadée qu'on venait gérer le passager perturbateur. Mais lorsque Hélène Delacroix, vice-présidente des opérations aériennes de Ciel Étoile, monta à bord, son expression changea.
Capitaine, j'ai besoin que tout votre équipage de cabine descende immédiatement avec vos documents, annonça Hélène, son ton aussi froid que l'acier. Un équipage de remplacement est prêt. Valérie, abasourdie, balbutia. Mais... et eux? En pointant la famille Morel. Hélène répondit, sans ciller. Madame Dupont, vous et votre équipage êtes relevés de vos fonctions, effectifs immédiatement. En attendant une enquête, la sécurité vous escortera aux bureaux administratifs. Les passagers, stupéfaits, regardèrent Valérie, Isabelle et leurs collègues quitter l'avion sous escorte, leur visage passant de l'arrogance à l'incrédulité. Julien, tenant la main de Léo, échangea un regard avec Madeleine Lambert, la journaliste du Figaro, qui avait discrètement enregistré l'incident. Madeleine hocha la tête, un signe de solidarité silencieuse. Thomas Renaud, l'ingénieur informatique, sauvegarda sa vidéo sur un cloud sécurisé, conscient que ce qu'il avait filmé pourrait changer le cours des événements. Antoine Delacroix, l'homme en costume gris, quitta précipitamment la cabine, son téléphone collé à l'oreille, comme s'il cherchait à limiter les dégâts. De retour à Paris, Julien installa ses enfants dans leur résidence sécurisée à Neuilly-sur-Seine, un hôtel particulier entouré de hauts murs et de caméras discrètes. Léo, encore secoué par l'agression, restait inhabituellement silencieux, ses yeux fixant sa figurine comme un refuge. Sophie, en revanche, s'était déjà mise au travail. Assise sur un canapé en cuir, sa tablette entre les mains, elle parcourait les réseaux sociaux avec une concentration digne d'un analyste chevronné. « Papa, regarde ça », dit-elle, montrant un hashtag qui gagnait en popularité, des soutenons Valérie. Des milliers de messages, presque identiques, dénonçaient une prétendue injustice contre une travailleuse honnête, victime d'un milliardaire abusant de son pouvoir. « Ça ne semble pas naturel », observa Sophie, ses doigts glissant sur l'écran pour capturer des preuves. Julien, impressionné par l'instinct de sa fille, hocha la tête. « Continue de chercher, Sophie. Les réponses sont souvent dans les détails. » Il savait que cette campagne n'était pas spontanée. Son expérience, forgée dans les luttes contre les préjugés et les obstacles systémiques, lui avait appris à reconnaître les signes d'une opération orchestrée. Pendant ce temps, Madeleine Lambert, de retour dans son bureau au siège du Figaro dans le 9e arrondissement, rédigeait un article explosif basé sur son enregistrement. À 62 ans, Madeleine avait couvert des scandales politiques et des crises internationales, et son instinct lui disait que l'incident à bord de Ciel Étoile n'était que la pointe d'un iceberg bien plus vaste. Mais avant qu'elle ne puisse publier, son appartement parisien, un petit 2 pièces dans le Marais, fut cambriolé. Son dictaphone et son ordinateur portable disparurent sans laisser de traces. Madeleine, déterminée, contacta Julien via un canal sécurisé qu'il lui avait fourni à l'aéroport. « Monsieur Morel, j'ai une copie de l'enregistrement dans le cloud, mais je crois qu'on me surveille », confia-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Julien, sans perdre une seconde, dépêcha une équipe de sécurité privée pour la protéger, lui conseillant de se réfugier dans un hôtel discret jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Madame Lambert, » dit-il. « Votre courage compte. » Une nouvelle figure entra alors en scène. Clara Dubois, une ancienne hôtesse de Ciel Étoile qui avait quitté la compagnie 2 ans plus tôt, lassée par une culture d'entreprise qu'elle jugeait toxique, contacta Julien via un message crypté, après avoir vu les premières images de l'incident sur les réseaux sociaux. « J'ai travaillé avec Valérie pendant 10 ans, expliqua-t-elle lors d'une rencontre dans un café discret de Saint-Germain-des-Prés, ses yeux scrutant nerveusement les passants à travers la vitrine. Elle a toujours eu un comportement discriminatoire, surtout envers les passagers de couleur, mais chaque plainte était systématiquement étouffée par la direction. J'ai des dossiers internes, courriels, rapports, plaintes archivées qui le prouvent. » Julien, reconnaissant l'importance de ces informations, organisa la récupération des documents par son équipe juridique. Clara, nerveuse mais déterminée, ajouta « Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans un monde où des gens comme Valérie peuvent agir ainsi sans conséquence. » Julien hocha la tête, touché par sa franchise. « Vous avez ma parole, Clara. Ces documents ne resteront pas dans l'ombre. » Et à l'Académie Prestige, l'école privée d'élite où Léo et Sophie étaient inscrits, la situation prenait une tournure alarmante.
Léo, déjà traumatisé par l'incident du vol, fut victime d'une campagne de harcèlement orchestrée par ses camarades, encouragés par leurs parents, dont plusieurs appartenaient à l'élite parisienne. Des messages cruels circulaient sur les groupes WhatsApp des élèves, accusant Léo d'avoir menti et son père d'avoir manipulé la situation pour détruire une honnête travailleuse. Sophie, furieuse, utilisa ses compétences en informatique, acquises en suivant son père dans les laboratoires de Morel Innovation, pour accéder aux serveurs de l'école. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Des courriels entre la directrice, Madame Hélène Delacroix, et plusieurs parents influents, dont certains liés à la famille Delacroix, discutaient de la nécessité de protéger l'image de l'école en marginalisant les Morel. « Papa, ils veulent nous expulser », dit-elle, montrant les preuves sur sa tablette. Julien, impressionné par la perspicacité de sa fille, demanda à son équipe de sécurité de renforcer la protection autour de l'école. « Tu es incroyable, Sophie », dit-il, posant une main sur son épaule. « Mais promets-moi de ne plus hacker sans me le dire. » Pendant ce temps, Julien reçut un appel du commissaire Lucas Mayer, un policier intègre connu pour ses enquêtes sur la corruption dans les grandes entreprises. « Monsieur Morel, j'enquête sur Ciel Étoile depuis des mois », expliqua Lucas, sa voix teintée d'une gravité professionnelle. « Votre incident semble lié à des pratiques plus larges. J'ai des raisons de croire que Valérie n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. » Lucas révéla que Antoine Delacroix, l'homme en costume gris aperçu dans l'avion, était un cadre de Delacroix Technologies, le principal rival de Julien dans le secteur de l'intelligence artificielle. Il envoyait des messages pendant le vol, probablement pour coordonner une réponse, ajouta Lucas. Nous avons intercepté des communications suggérant que quelqu'un de haut placé a donné des instructions à Valérie avant le décollage. Julien, les pièces du puzzle commençant à s'assembler, demanda « Pouvez-vous remonter jusqu'à la source ?» Lucas répondit « Je travaille là-dessus, mais j'ai besoin de vos preuves pour aller plus loin. » La campagne médiatique contre Julien s'intensifiait à une vitesse alarmante. Le hashtag #Soutenons Valérie dominait les réseaux sociaux, accompagné d'articles dans des médias conservateurs accusant Julien d'avoir abusé de son pouvoir pour détruire une femme travailleuse. Valérie, désormais représentée par Mathieu Garnier, un avocat parisien connu pour défendre les grandes entreprises dans des affaires de discrimination, apparut sur une chaîne nationale, les larmes aux yeux, affirmant avoir été victime d'une injustice. « J'ai consacré ma vie au service des passagers », déclara-t-elle, essuyant ses joues avec un mouchoir. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que cet enfant était perturbateur, mettant en danger les autres passagers. L'animatrice, visiblement compatissante, hocha la tête, ignorant les vidéos montrant Léo calmement assis lorsqu'il fut frappé. Dans les heures qui suivirent, un fonds de défense légale pour Valérie collecta plus de 100 000 €, alimenté par des dons anonymes qui, selon l'équipe de Julien, semblaient provenir de sources liées à Delacroix Technologies. À l'Académie Prestige, la situation empirait. Léo, rentré à l'école après quelques jours de repos, fut convoqué dans le bureau de la directrice. Madame Hélène Delacroix, une femme élégante mais froide, l'accueillit avec un sourire forcé. « Léo, certains parents s'inquiètent de l'attention médiatique autour de ta famille. Ils pensent que tu as peut-être exagéré ce qui s'est passé dans l'avion. » Léo, les larmes aux yeux, murmura « Elle m'a frappé, madame. Je n'ai rien fait de mal. » Sophie, informée par un camarade, alerta immédiatement son père. Julien, furieux mais stratégique, arriva à l'école en moins d'1 heure. Face à Hélène Delacroix, il resta d'un calme glacial. « Êtes-vous en train de suggérer que mon fils ment? » « Il y a des vidéos, madame Delacroix. » La directrice, mal à l'aise, répondit. « Certains parents influents pensent que l'histoire a été déformée. Peut-être serait-il préférable que vos enfants prennent une pause jusqu'à ce que les choses se calment. » Julien comprit immédiatement. L'école, sous la pression de familles comme les Delacroix, cherchait à protéger son image au détriment de ses enfants. De retour à son bureau dans le 8e arrondissement, Julien réunit son équipe de crise.
Son chef de la sécurité, Fatima Ndiaye, une femme d'origine sénégalaise à l'intelligence aiguisée, présenta un rapport inquiétant. Monsieur, nous avons analysé les comptes à l'origine de la campagne Soutenons Valérie. Ils sont liés à des réseaux de bots, amplifiés par des serveurs appartenant à une filiale de Delacroix Technologies. Julien hocha la tête, les pièces du puzzle s'assemblant. Ce n'est pas juste une hôtesse raciste, c'est une attaque coordonnée. Fatima ajouta. Il y a plus. Mathieu Garnier, l'avocat de Valérie, a des liens avec des groupes extrémistes qu'il défend sous couvert de la liberté d'expression. Et Antoine Delacroix, l'homme de l'avion, est le neveu d'Étienne Delacroix, PDG de Delacroix Technologies. Alors que la nuit tombait sur Paris, Julien reçut une alerte de son équipe informatique. Une attaque cybernétique massive visait les serveurs de Morel Innovation, tentant de détruire toutes les données liées à l'incident, y compris les vidéos et les enregistrements. Ils veulent effacer les preuves, murmura Julien, mais un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Activez le protocole Ombre, ordonna-t-il. Ce système, développé après une précédente tentative d'espionnage industriel, consistait en un réseau de serveurs quantiques isolés, situés dans 3 pays différents, mis à jour en temps réel mais physiquement déconnectés de tout réseau attaquable. En quelques minutes, l'équipe confirma que toutes les données étaient intactes et les signatures de l'attaque, trahissant des outils de niveau étatique, furent capturées pour analyse. Au même moment, Sophie, toujours sur sa tablette, fit une découverte cruciale. « Papa, le smartwatch de Léo a une fonction d'enregistrement d'urgence, activée par une accélération du rythme cardiaque. Il le portait dans l'avion. » Julien, un éclair d'espoir dans les yeux, récupéra la montre de Léo, qui jouait dans sa chambre, encore marquée par l'incident. L'enfant confirma « Elle a vibré quand la dame m'a frappé. J'ai vu la lumière rouge. » L'équipe de sécurité vérifia l'appareil, intact et non connecté au réseau compromis. L'enregistrement était clair. Avant de frapper Léo, Valérie discutait avec Isabelle, disant « Il faut remettre ces gens à leur place. On nous a dit de leur rendre le vol difficile. » Ces mots, capturés par un appareil destiné à protéger un enfant, étaient une bombe à retardement. Julien, regardant les lumières de Paris scintiller depuis son bureau, savait que la bataille ne faisait que commencer. Les Delacroix, avec l'aide de Mathieu Garnier, préparaient une contre-attaque, utilisant leur influence pour réécrire l'histoire et faire passer Julien pour l'agresseur. Mais avec l'enregistrement de Léo, les documents de Clara et le courage de Madeleine Lambert, Julien avait les armes pour riposter. Ce qui avait commencé comme un incident isolé de discrimination révélait maintenant une conspiration orchestrée par les élites pour protéger leurs privilèges. L'ombre du pouvoir s'étendait sur la France. Mais Julien Morel, avec sa famille et ses alliés inattendus, était prêt à la dissiper, coûte que coûte. Dans la salle du conseil d'administration de Morel Innovation, nichée au cœur du 8e arrondissement de Paris, l'atmosphère était aussi tendue qu'un fil d'acier prêt à céder. Les murs de verre offraient une vue imprenable sur les toits parisiens, mais les regards des membres du conseil, réunis autour d'une table en chêne massif, étaient fixés sur Julien Morel. À 45 ans, le milliardaire, premier homme noir à atteindre un tel sommet en France, se tenait droit, son costume anthracite impeccable contrastant avec la tempête qui faisait rage à l'extérieur et dans les esprits. Une motion, portée par Guillaume Dupont, un cousin éloigné de Valérie Dupont, l'hôtesse qui avait frappé son fils Léo, visait à limiter son contrôle opérationnel sur l'entreprise. « L'affaire Ciel-Étoile nuit à notre image », déclara Guillaume, sa voix mielleuse masquant à peine une hostilité cultivée. Les investisseurs s'inquiètent, Julien. Peut-être serait-il sage de prendre du recul. Les autres membres du conseil, dont plusieurs entretenaient des liens discrets avec Delacroix Technologies, évitaient soigneusement le regard de Julien. Ce dernier, habitué à naviguer dans les eaux troubles des intrigues d'entreprise, demanda calmement un ajournement de 5 minutes, prétextant la réception de nouveaux documents. En réalité, son téléphone venait de vibrer. Un message urgent de Sophie, sa fille de 12 ans, disait « Papa, contacte Léa Lambert, la petite fille de Madeleine. C'est une question de vie ou de mort. »
Julien quitta la salle pour appeler Léa, une étudiante en journalisme de 22 ans, dont la voix tremblante trahissait une peur viscérale. Grand-mère avait une copie de l'enregistrement de l'incident dans un coffre-fort bancaire, expliqua-t-elle. Mais je crois qu'on me suit depuis ce matin. 2 hommes dans une voiture noire près de mon appartement à Belleville. Julien, son instinct aiguisé par des années de combat contre des adversaires invisibles, ordonna à son équipe de sécurité dirigée par Fatima Ndiaye de récupérer Léa immédiatement. « Restez où vous êtes, Léa. Mes hommes seront là dans 10 minutes. Ne sortez pas seul. » Pendant ce temps, il demanda à son équipe informatique de vérifier l'intégrité de l'enregistrement de Léo, capturé par le smartwatch de l'enfant lors de l'incident à bord de Ciel Étoile. Cet enregistrement, un échange accablant entre Valérie Dupont et Isabelle Garnier, révélant une intention préméditée de remettre les Morel à leur place, était devenu la pièce maîtresse de sa défense. Mais Julien savait que ses adversaires, menés par la famille Delacroix et leur avocat Mathieu Garnier, ne reculeraient devant rien pour le détruire. À la banque, l'équipe de Fatima escorta Léa jusqu'au coffre-fort, où elle récupéra un disque dur contenant l'enregistrement intégral de l'incident, y compris une conversation à Lyon-Saint-Exupéry entre Valérie et Isabelle. « Antoine nous a dit de provoquer un scandale », murmurait Valérie, confirmant que Antoine Delacroix, cadre de Delacroix Technologies, avait orchestré l'incident pour discréditer Julien. Cet enregistrement, authentifié par des experts indépendants, était une arme redoutable. Mais au même moment, une nouvelle attaque frappa. Les systèmes audiovisuels de la salle du conseil furent sabotés juste avant que Julien ne puisse présenter les preuves. Guillaume Dupont, sentant une opportunité, pressa les membres du conseil de voter immédiatement pour son éviction. « Nous ne pouvons pas attendre des preuves qui n'existent peut-être pas », lança-t-il, un sourire calculateur aux lèvres. C'est alors que Léo, escorté par l'assistante de Julien, entra dans la salle, sa figurine de chevalier toujours serrée dans sa main. « Papa, j'ai quelque chose, » dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. À la surprise générale, l'enfant de 8 ans tendit son smartwatch, expliquant qu'il avait accidentellement capturé une autre conversation. Julien, intrigué, connecta l'appareil à un projecteur de secours que son équipe avait préparé en cas de sabotage. L'enregistrement, clair et irréfutable, diffusa une discussion entre Guillaume Dupont et Mathieu Garnier, enregistrée lors d'un appel intercepté par le smartwatch, alors que Léo jouait près du bureau de son père. « Morel doit être écarté, » disait Guillaume. « Si nous prenons le contrôle, les parts seront redistribuées aux actionnaires de Delacroix. » Mathieu, avec son ton mielleux d'avocat chevronné, ajoutait « Ne t'inquiète pas, Guillaume, le conseil est déjà acquis et la campagne médiatique fait son travail. » La salle plongea dans un silence stupéfait. Guillaume, blême, tenta de bafouiller une excuse, mais Julien le coupa. « Vous êtes fini, Guillaume. La sécurité vous escortera dehors. » Sans perdre un instant, Julien ordonna à son équipe de publier les 2 enregistrements, celui de Madeleine Lambert et celui de Léo, sur toutes les plateformes numériques, accompagnés d'une déclaration signée de son nom. Les médias, déjà captivés par l'affaire Ciel Étoile, s'emparèrent des preuves. Le Figaro, grâce à Madeleine, titra en une. « Scandale Ciel Étoile, une conspiration orchestrée par les puissants pour protéger le privilège. » L'article, signé Madeleine Lambert, détaillait non seulement l'incident du vol, mais aussi les connexions entre Valérie, Antoine Delacroix et Mathieu Garnier, révélant une tentative orchestrée pour discréditer Julien et protéger un système de discrimination institutionnalisé. Clara Dubois, l'ancienne hôtesse de Ciel Étoile, choisit ce moment pour rendre publics ses dossiers internes, des centaines de pages de courriels et de plaintes archivées prouvant que la compagnie avait ignoré des décennies de comportements discriminatoires. L'un des documents, un mémo interne signé par un cadre supérieur, ordonnait explicitement de minimiser les plaintes liées à la race pour protéger l'image de la marque. Le scandale prit une ampleur internationale. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #Soutenons Valérie s'effondra, remplacé par Justice pour le Morel, porté par une vague de soutien public. Des manifestations spontanées éclatèrent devant le siège de Ciel Étoile à Roissy, où des citoyens de tous horizons brandissaient des pancartes réclamant des réformes. Le commissaire Lucas Mayer, dont l'enquête sur Ciel Étoile s'était intensifiée, lança une opération éclair.
Antoine Delacroix et Mathieu Garnier furent arrêtés à l'aéroport du Bourget alors qu'ils tentaient de fuir vers Dubaï dans un jet privé. Les preuves numériques fournies par l'équipe de Julien révélèrent des transferts financiers reliant leurs comptes à des organisations extrémistes, ainsi qu'à des campagnes de désinformation visant à manipuler l'opinion publique. Valérie, abandonnée par ses soutiens, tenta de négocier une immunité en échange d'informations, mais Julien, consulté par les procureurs, refusa catégoriquement. « Elle a choisi de frapper mon fils, dit-il. Elle doit assumer les conséquences de ses actes. » Dans un rebondissement inattendu, un employé de Ciel Étoile, Olivier Brun, rongé par la culpabilité, contacta Lucas Mayer. Olivier, un cadre intermédiaire qui avait supervisé les plaintes clients pendant des années, fournit des courriels internes prouvant que la direction, y compris Hélène Delacroix, savait depuis longtemps que Valérie avait un historique de comportement discriminatoire. « J'ai fermé les yeux trop longtemps », confia Olivier lors d'une déposition. « Je ne pouvais plus vivre avec ça. » Ces révélations déclenchèrent une onde de choc dans l'industrie aéronautique. Le président de Ciel Étoile, Étienne Delacroix, annonça sa démission sous la pression des actionnaires, qui voyaient les actions de la compagnie plonger. Julien, sentant une opportunité stratégique, mobilisa ses ressources financières et lança une offre publique d'achat. En quelques semaines, il acquit la majorité des parts de Ciel Étoile, devenant son principal actionnaire. Sa première décision fut de nommer une nouvelle direction diversifiée, formée au principe d'inclusion, et d'instaurer des protocoles anti-discrimination parmi les plus stricts de l'industrie. Pendant ce temps, à l'Académie Prestige, Sophie, avec l'aide de son père, présenta les preuves des courriels entre la directrice Hélène Delacroix et les parents influents. Une enquête interne, supervisée par un comité indépendant, aboutit à la suspension d'Hélène et à des excuses publiques de l'école. Sophie, galvanisée par son rôle dans l'affaire, rédigea une étude intitulée « Les mécanismes de l'injustice ». Comment les institutions protègent le privilège, qu'elle soumit à un concours national d'essais pour jeunes. Son texte, publié dans Le Monde, influença les débats sur les politiques éducatives, poussant le ministère de l'Éducation à réviser ses directives sur la gestion des plaintes discriminatoires. Léo, quant à lui, trouva une nouvelle vocation. Inspiré par son smartwatch, qui avait joué un rôle clé, il collabora avec les ingénieurs de Morel Innovation pour développer une application, Voix des jeunes voyageurs, permettant aux enfants de signaler anonymement tout mauvais traitement en vol. L'application, lancée avec le soutien d'ONG internationales, devint un outil mondial pour protéger les jeunes passagers. Madeleine Lambert, dont le courage avait amplifié l'affaire, reçut la Légion d'honneur lors d'une cérémonie discrète à l'Élysée. Dans son discours, elle rendit hommage à Julien et à ses enfants. Cette histoire montre que la vérité, même portée par la voix d'un enfant, peut ébranler les structures du pouvoir. Clara Dubois, quant à elle, fut recrutée par la nouvelle direction de Ciel Étoile pour diriger un programme de formation à la diversité, transformant son expérience douloureuse en un levier de changement. Lucas Mayer, promu pour son travail, continua d'enquêter sur les réseaux d'influence liés au Delacroix, révélant des ramifications qui touchaient d'autres industries. Quelques mois plus tard, Julien se tenait dans son bureau, regardant un avion de Ciel Étoile décoller depuis l'aéroport de Roissy, visible au loin. La compagnie, désormais sous son contrôle, avait adopté un nouveau slogan « Voler ensemble en égalité ». Léo, jouant avec sa figurine de chevalier, leva les yeux vers son père. « Papa, est-ce que tout le monde va être gentil maintenant ?» Julien sourit, caressant les cheveux de son fils. « Pas encore, mon fils, mais nous avons allumé une lumière, et elle ne s'éteindra pas. » Sophie, assise à une table avec sa tablette, ajouta « Et nous serons là pour la faire briller encore plus fort. » Alors que le soleil se couchait sur Paris, ses rayons dorés se reflétant sur la Seine, Julien savait que le combat contre l'ombre du privilège était loin d'être terminé. Mais avec le courage de sa famille, le soutien d'alliés comme Madeleine, Clara et Lucas, et la détermination d'une nouvelle génération incarnée par Sophie et Léo, il avait transformé un incident personnel en une croisade pour la justice.
Il fonda la Fondation Morel pour l'égalité, dotée de plusieurs millions d'euros pour soutenir les victimes de discrimination et financer des réformes systémiques. L'histoire de Ciel Étoile devint un cas d'école, étudié dans les universités et les écoles de commerce, un symbole de ce qu'un homme, une famille et une communauté pouvaient accomplir face à l'injustice. La France, et peut-être le monde, ne seraient plus jamais tout à fait la même. L'histoire de Julien Morel et de sa famille, dans l'ombre du privilège, est bien plus qu'un récit de confrontation à bord d'un avion. Elle est une parabole puissante sur le courage, la résilience et la lutte contre les injustices systémiques. En tant que Français, nous valorisons les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais cette histoire nous rappelle que ces principes, inscrits dans notre devise nationale, sont parfois bafoués par des préjugés profondément enracinés. Le comportement de Valérie Dupont, bien qu'individuel, reflète une réalité plus large, celle d'un privilège invisible qui protège certains tout en marginalisant d'autres. Ce qui frappe dans cette saga, c'est la manière dont Julien, avec une dignité inébranlable, transforme une agression personnelle en une croisade pour la justice, non seulement pour sa famille, mais pour tous ceux qui subissent des discriminations similaires. Sa retenue face à la provocation, son recours à la stratégie plutôt qu'à la colère brute, incarne une valeur profondément française, la maîtrise de soi alliée à la quête de vérité. Les personnages secondaires, comme Madeleine Lambert et Clara Dubois, soulignent l'importance de la solidarité. Madeleine, avec son dictaphone, incarne le rôle crucial d'une presse libre, un pilier de notre démocratie. Clara, en brisant le silence, montre que le changement commence souvent par des actes de courage individuel. Sophie et Léo, malgré leur jeune âge, nous enseignent que la justice n'a pas de limite d'âge. Leur intelligence et leur détermination rappellent que la nouvelle génération peut défier les injustices avec audace. Cette histoire, ancrée dans une France contemporaine, reflète aussi notre histoire des luttes pour l'égalité, des résistances face à l'oppression, comme celle de la résistance ou des mouvements des droits civiques. Pour ma vie quotidienne, cette histoire m'inspire à agir avec vigilance et responsabilité. Elle m'invite à ne pas rester silencieux face aux injustices, même petites, que je pourrais observer. Un commentaire déplacé, un traitement inégal. Comme Julien, je veux cultiver une approche stratégique, documenter les faits et chercher des alliés pour amplifier le changement. Comme Madeleine, je m'engage à utiliser ma voix, que ce soit dans une conversation ou sur les réseaux sociaux, pour dénoncer l'inacceptable. Enfin, l'exemple de Sophie m'encourage à apprendre et à transmettre ses valeurs aux plus jeunes, car l'éducation est la clé d'une société plus juste. Soutenez cette cause. Cliquez sur « J'aime ». Partagez cette histoire pour inspirer le changement. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits de courage et commentez 1 pour montrer votre engagement à combattre les injustices. Dans cette histoire captivante, la lutte de Julien Morel contre l'injustice et les préjugés incarne des valeurs chères à la culture française. La quête de vérité, la dignité face à l'adversité et l'engagement pour l'égalité. Ce récit, ancré dans une France contemporaine, reflète notre héritage de résistance, de la révolution au combat pour les droits civiques, où le courage individuel peut transformer des systèmes oppressifs. La retenue stratégique de Julien face à la provocation de Valérie Dupont m'inspire à adopter une approche réfléchie dans mes propres conflits, en documentant les faits et en cherchant des alliés plutôt que de céder à la colère. L'audace de Sophie, à seulement 12 ans, me rappelle que l'éducation et la curiosité sont des armes puissantes pour défier l'injustice, m'encourageant à transmettre ces valeurs aux jeunes autour de moi. Le rôle de Madeleine Lambert souligne l'importance d'une presse libre, pilier de notre démocratie, et m'incite à soutenir les voix qui dénoncent l'inacceptable. Enfin, l'histoire de Léo, dont la vulnérabilité devient une force grâce à son smartwatch, m'enseigne que même les plus petits peuvent faire la différence. Dans ma vie quotidienne, je m'engage à rester vigilant face aux discriminations, qu'il s'agisse d'un commentaire déplacé ou d'un traitement inégal, et à agir avec responsabilité, en m'inspirant de la solidarité et de la persévérance de cette famille. Cette histoire nous rappelle que la liberté et l'égalité, inscrites dans notre devise nationale, exigent une lutte constante. En tant que Français, nous devons porter cette lumière pour construire une société plus juste.